Midi, nous allons essayer de commencer à temps et de finir à temps. Donc, si vous voulez rentrer chez vous, je m'appelle Guillaume Grière. J'ai été gentiment invité par l'organisation à animer cette séance sur les instruments financiers pour une économie circulaire. Pendant 2 jours, nous avons beaucoup travaillé sur les investissements, le financement et autres. Et nous savons que la plupart des solutions comme celles qu'on appelle à coût zéro ont un coût. Alors la question de savoir qui va payer et comment, en sachant que les agriculteurs ne vont pas payer dans la plupart des cas, ou tout du moins pas toute la facture, nous devons savoir ce qui se suit et ce qui se passe en matière d'agriculture et d'eau, parce que le recouvrement des coûts est plutôt l'exception. Nous devons trouver des investisseurs, des accords innovants pour garantir que ces solutions se déploient réellement. Nous avons un beau panel aujourd'hui, je vais vous les présenter dans une minute, mais nous avons travaillé sur le financement de l'eau depuis 3 ans, ou même un plus. Avec le Conseil mondial pour la table, nous avons une table ronde sur le financement de l'eau. Nous avions un panel beaucoup plus important avec beaucoup de bailleurs de fonds, financeurs, institutions. On a vu qu'est-ce qu'il fallait pour les investissements, comment avancer vers des approches innovantes pour le financement de l'eau. Cette fois-ci, ceci n'a pas tellement été fait au niveau de l'agriculture, parce que l'agriculture est vraiment un enjeu, mais nous espérons le faire dans les années à venir. Si cela vous intéresse, veuillez nous contacter et nous assurons que vous puissiez participer à une future manifestation que nous organiserons dans ce domaine. Et nous passons donc au premier orateur. Chaque orateur disposera de 10 minutes. Ils parleront l'un après l'autre et j'espère que nous aurons après du temps suffisant pour discuter un peu, afin que chacun puisse s'exprimer. Nous allons commencer avec M. Francisco Hernandez de l'Université de Valencia, qui a gentiment accepté de parler en anglais, même si ce n'est pas sa langue maternelle. Et si vous voulez commencer, est-ce que vous avez une présentation ou vous préférez venir au pupitre? Non, moi, j'ai pas le titre. Je ne peux pas dire. Mais je suis impatient de vous entendre. Merci, Monsieur le Président. Bon après-midi à tout le monde. C'est un plaisir que d'être ici avec vous et merci de l'invitation de participer et d'avoir l'occasion de partager avec vous tous quelques idées sur les encouragements et les outils financiers pour encourager les projets d'utilisation de l'eau. Je dispose de 10 minutes seulement. En 10 minutes, je vais essayer de vous montrer quelques idées, vous exposer quelques grandes idées seulement. Si on parle de l'évaluation de l'eau purifiée, je suis d'accord pour dire que la valeur de l'eau purifiée dépend de la présence de nutriments, de la garantie de disponibilité des ressources. Et nous devons connaître également quelle est la disposition à payer des personnes associées à l'utilisation de cette eau purifiée. Si nous parlons de la disposition à payer pour l'eau purifiée, cette disposition dépend de la valeur du produit ou de l'activité. Par exemple, en agriculture, cela dépendra de la productivité des cultures. Donc, il y aura plus ou moins de dispositions à payer pour l'eau traitée. Un autre facteur très important pour expliquer la valeur ou la disposition à payer l'eau purifiée est l'existence ou non de ressources en eau alternatives. Bien sûr, les utilisateurs seront plus prêts à payer si les sources alternatives sont rares ou inexistantes. Mais les agriculteurs, par exemple, ont d'autres alternatives très faciles, eh bien, ils ne seront pas disposés à payer de l'eau purifiée.
Afin de simplifier et de nous concentrer sur les idées principales associées au projet de réutilisation de l'eau, nous allons voir deux types de projets de réutilisation de l'eau. D'une part, nous allons parler des projets de réutilisation de l'eau sans tarif, donc gratuits. Et d'un autre côté, nous allons parler des projets de réutilisation de l'eau payante, contre un tarif. Dans le premier groupe, donc les projets de réutilisation de l'eau sans tarification, nous pouvons identifier des projets qui ont un intérêt public très important. Dans ce cas, on n'applique pas de prix. Il faut tout simplement justifier pourquoi il y a cet intérêt public. Par exemple, en Australie, il y a de nombreux projets d'utilisation des effluents des stations d'épuration des eaux pour récupérer des plans d'eau. Dans la région méditerranéenne, nous avons des exemples aussi d'utilisation de ces effluents pour récupérer des zones d'intérêt écologique. D'autres exemples sur ce type de projet de réutilisation gratuite de l'eau sont des projets associés à des transmissions d'eau d'un secteur à l'autre, c'est-à-dire que les agriculteurs utilisent de l'eau purifiée et libèrent de l'eau douce propre pour l'utilisation urbaine. J'aime bien ce type de projet. Nous pouvons identifier très bien les avantages économiques associés. Personne ne paye rien, donc les agriculteurs ne payent pas l'eau. Ils sont très contents avec ce type de projet. Que se passe-t-il avec les autres groupes? L'autre groupe de projets d'utilisation d'eau payant. Dans ce type de projet, le tarif est en rapport avec le principe de récupération totale des frais. Donc le tarif doit couvrir les coûts du capital, les frais d'exploitation, ainsi que les frais financiers. Afin de réclamer ces tarifs, nous pouvons appliquer l'équation et vous pouvez calculer quel est le tarif qui permet de garantir le recouvrement total des frais. Les calculs ne posent pas de problème, il est très simple. Où se pose le problème? Le problème n'est certes pas le calcul, le problème est de savoir qui doit payer cette eau purifiée à partir des effluents. Est-ce justifié que seuls les utilisateurs doivent payer la purification de ces effluents, ou est-ce que la société dans son ensemble devrait payer pour recouvrer ces frais? Comment pourrions-nous concevoir une stratégie de tarification raisonnable? Pour ce faire, nous avons besoin d'informations sur la disposition à payer ainsi que sur l'élasticité de la demande par rapport au prix, en fonction des prix. Mais nous avons besoin d'autres informations associées au prix des sources d'eau alternatives. Et là, c'est un élément très important parce que si l'eau potable n'est pas chère, les tarifs sont faibles, eh bien, pour attirer des clients prêts à utiliser votre eau purifiée, vous devez proposer des prix inférieurs à ceux de l'eau potable. Et à ce niveau-là, nous avons un problème. Quelle pourrait être la solution pour résoudre cette concurrence? Ce serait d'appliquer une approche globale, donc une approche de gestion intégrale des ressources en eau. Cela semble très intéressant, mais en fait, c'est très difficile à appliquer dans la pratique. Donc, d'appliquer un seul point de vue à la gestion de l'eau. Afin de vous donner quelques exemples et de faciliter cette approche globale, je vais vous proposer un critère de détermination des tarifs de réutilisation de l'eau. La proposition
est un tarif en deux volets. Donc, un volet fixe, incompressible, et une autre partie variable. L'idée pour la première portion du prix serait de couvrir les frais fixes, c'est-à-dire les frais associés aux infrastructures, aux frais de purification de l'eau et du réseau d'adduction. Pour déterminer cette partie à prix fixe, nous pouvons décider ou prendre en ligne de compte quelle est la disposition à payer des utilisateurs de ces effluents, parce que l'idée, c'est de récupérer tous les frais, mais peut-être pas station par station, mais d'une manière globale, donc recouvrer tous les frais sur un espace territorial donné. Dans cette optique, la deuxième partie du tarif peut être abordée de différentes manières. Comme vous pouvez voir à l'écran, une possibilité serait d'appliquer un tarif uniforme ou avec des frais en diminution ou en augmentation. Si vous décidez d'appliquer des tarifs dégressifs, ce serait une bonne idée d'encourager d'utiliser, de réutiliser. Mais si vous voulez appliquer des tarifs progressifs, eh bien, ce n'est pas une bonne idée que de proposer les eaux purifiées. Il y a d'autres possibilités. Quel est l'objectif? Quel est notre objectif dans ce cas? C'est bien sûr d'encourager l'utilisation de l'eau purifiée, mais sans augmenter la consommation totale d'eau. Pour atteindre cet objectif, quelles sont les possibilités que nous pourrions utiliser? Notre proposition est une structure de tarification double ou combinée. Donc, un tarif en deux parties. Une première partie qui serait un tarif dégressif et une deuxième partie qui serait un tarif progressif. Quelle est l'idée? Eh bien, que la partie associée au tarif progressif est d'encourager l'utilisation de l'eau purifiée afin de briser des barrières sociales. Après quoi, nous identifions quel est le point d'inflexion à partir duquel nous décidons d'augmenter l'autre partie du tarif pour éviter une consommation excessive d'eau. Ce point, à l'écran, on l'appelle Q, est différent pour chaque projet. L'idée est de garantir dans chaque projet de recouvrer tous les frais. Et finalement, c'est la conclusion. Ma proposition très rapide, forcément, est un tarif mixte avec une partie du tarif qui serait dégressif pour encourager l'utilisation de l'eau purifiée et une deuxième partie de tarif progressif pour éviter l'abus ou l'utilisation excessive de l'eau et en tenant compte de la concurrence d'autres sources normalement gratuites ou moins chères. Cette approche encadrée dans une gestion intégrale des ressources en eau est, à notre avis, la meilleure solution pour garantir le succès des projets de réutilisation de l'eau et résoudre les problèmes de rareté dans bien des régions. Et merci beaucoup et excusez-moi la vitesse de mon exposition. J'espère que vous aurez des questions tout à l'heure. Et pour me donner l'occasion de résoudre des aspects qui auraient pu rester dans l'ombre dans cette présentation. Merci. Perfect. Thank you so much. So we go to... Parfait. Merci beaucoup. Nous passons au deuxième orateur du panel. C'est Madame Eba Hamed de la Banque mondiale qui va nous parler de son expérience.
C'est moi. Je crois que ce n'est pas la présentation correcte. Est-ce qu'on pourrait changer de présentation? Bien, on va changer de projet parce qu'on ne peut pas changer l'ordre des diapositives. Il faut donc respecter l'ordre du programme. Mais nous avons la chance d'avoir M. Octavio Quintana Trias, directeur de l'Organisation pour la recherche. Merci, Monsieur le Président. Excusez-moi, Madame, de passer avant vous. Mesdames, je vais vous présenter Prima. C'est une fondation créée il y a 2 ans à peine qui est présente sur 19 pays autour de la Méditerranée, du nord, du sud et de l'est de la Méditerranée, pour essayer de relever plusieurs défis très importants pour nous et pour tous. Je veux souligner notamment le dérèglement climatique. La Méditerranée est sans doute une des régions les plus vulnérables au dérèglement climatique du monde. Et en deuxième lieu, la croissance démographique, parce que c'est une région qui aujourd'hui a 520 millions d'habitants et en 2030 atteindra 570 millions d'habitants. Donc c'est une progression énorme. La région, par le passé, est exportatrice de denrées alimentaires, mais maintenant la région importe la moitié des denrées alimentaires qu'elle consomme. Donc, ce sont vraiment des défis que Prima toute seule ne peut pas résoudre, mais nous voulons contribuer avec quelques idées. Oh, c'est une version, c'est pas la dernière version de ma présentation, je suis désolée, mais voilà les 19 pays. Vous les voyez à l'écran, nous avons un budget de 500 millions d'euros issus de l'Union européenne et la moitié, presque la moitié, avec la contribution des États participants. Alors, ce que nous faisons, c'est que nous occupons de la gestion de l'eau, les systèmes agricoles et la chaîne de l'alimentation. Et nous avons chaque année des appels à projets et chaque projet doit présenter ces éléments et doivent être de pays différents. Un pays doit être européen, un autre pays doit être non européen et du sud et de l'est de la Méditerranée, et le troisième peut être n'importe lequel. Nous souhaitons développer, c'est-à-dire ce qui est important pour nous, c'est de soutenir des ressources d'innovation et de recherche, mais qui s'occupent notamment du développement technologique. Nous ne parlons pas de recherche de base, mais plutôt de recherche qui s'adresse aux responsables politiques en s'appuyant sur les principes de l'économie circulaire, ce qui n'est pas du tout évident. Et également pour développer les liens. Ceci signifie que pour nous, c'est une valeur ajoutée très importante. Ce sont les liens entre les secteurs. Ce que nous essayons de réussir, c'est de découvrir donc les relations entre les différents secteurs. Et nous apprécions énormément les approches intégrales, notamment en ce qui concerne l'eau et l'eau pour l'agriculture. Permettez-moi de me concentrer sur l'eau. Je ne vais pas parler des autres filières, mais concernant l'eau, nous souhaitons utiliser l'eau
pour l'agriculture et l'alimentation. Alors, quelle est l'empreinte en eau de chaque culture, de chaque denrée alimentaire, mais aussi le fait que nous essayons d'ajuster l'offre et la demande d'eau dans la région. Pour l'instant, la demande est bien supérieure à l'offre et ce que nous prétendons, c'est plutôt que de comprendre qu'est-ce que c'est que l'offre et qu'est-ce que c'est la demande, mais d'essayer d'encourager des actions qui permettent soit d'augmenter l'offre, soit de réduire la demande, et idéalement les deux. Voilà pourquoi pour nous c'est tellement important d'avoir une approche intégrale concernant la gestion de l'eau. Nous avons donc 4 grands objectifs. L'un est la disponibilité et la qualité, donc quantité-qualité, le dessalage, les technologies de dessalage et d'irrigation et la gestion durable, qui est finalement l'objectif des 3 autres éléments qui souhaitent obtenir cet objectif-là. Alors, quels sont les résultats du premier appel à projet lancé en 2018? Oubliez les sections. Ce qui est important, c'est que nous avons commencé avec un petit budget de 48 millions pour le premier appel à projet. Et la bonne chose, c'est que nous avons obtenu une participation très importante du secteur privé qui a représenté 34% et 43%, qui dans la réalité signifie qu'il y a des projets qui sont plus proches du marché. C'est parce que le marché est privé, sinon on ne participerait pas. En ce qui concerne l'eau, nous avons, en termes de gestion de l'eau, vous voyez la ventilation des projets. Nous avons utilisé 21 millions pour des projets d'eau et vous voyez que la ventilation est très semblable pour les 4 domaines d'études. Chaque projet a normalement une dimension d'environ 2 millions. Nous acceptons, à partir d'un seuil de 1 million, nous n'acceptons pas de projet d'une valeur inférieure à 1 million parce que nous croyons que ce serait du saupoudrage, qu'on dit en français, donc un petit peu pour chacun, mais sans impact du tout. Ce que nous avons fait pour 2019, nous avons publié ces sujets sur la question de l'eau, donc plusieurs publications concernant l'irrigation et le sujet d'aujourd'hui, la gestion de l'eau de faible qualité. Je peux vous dire que nous avons déjà accordé d'allouer 27 millions à la section 1. Donc nous avons augmenté de 10 millions la bourse consacrée au projet de cette section. Et pour cette année, nous avons 4 projets d'eau, en matière d'eau, pour un total de 10 millions d'euros. Et hier, nous avons achevé l'évaluation de la section 2. Enfin, peu importe ce que signifie chaque section, mais nous avons évalué et retenu les projets qui vont recevoir du financement. Donc pour 2019, il y aura 12 projets financés, 4 plus 8, qui portent sur l'eau. Pour 2020, le programme annuel est déjà prêt. Nous espérons lancer le prochain appel à projet au début du mois de décembre, donc d'ici 2 semaines à peine. Et nous attendons
tous vos projets, tous ceux d'entre vous qui souhaiteront participer à cet appel à projet de Prima. Merci beaucoup. Thank you very much and apologies for rushing out. Excusez-nous de vous avoir bousculé comme ça. Mais pour ceux qui le souhaitent, l'organisation me dit qu'on pourra vous fournir les présentations si vous le souhaitez. Nous changeons donc l'ordre du programme. Nous allons maintenant écouter Madame Valeria Silvestri de la FIDA. Merci. Nous sommes déjà sous pression pour être rapide, donc je crois que je vais passer, je vais survoler les premières diapositives parce que j'ai déjà présenté la FIDA hier. Peut-être que tout le monde n'était pas dans la salle, alors très rapidement, je vous rappelle que la FIDA est une agence des Nations Unies qui spécialise dans les petits agriculteurs et le développement rural. Et nous avons également une institution de financement international financée pour le secteur public et privé dès le début de cette année afin de permettre de faire des investissements performants pour améliorer la vie des petits agriculteurs. Je ne vais pas entrer dans le détail, mais pour cette 3 années 2019-2021, c'est pour le FIDA et de 3,5 milliards de dollars. Et comme la FIDA est un rassembleur de financement pour le développement, nous rassemblons du cofinancement national et également chaque bailleur doit dépenser 0,4 dollars de 2,4 dollars de dépenses internationales et 0,8 étrangères. Donc le total sera de 7,7 milliards de dollars pour cette année. Concernant les ressources en eau, le dernier trainee, donc de 2013 à 2015, plus de 10% de nos investissements ont été consacrés au secteur de l'eau, notamment pour les ressources en eau pour l'agriculture. Donc, en général, c'est pour assurer l'accès à l'eau aux petits agriculteurs et pour une utilisation profitable des ressources en eau, ainsi que pour la conservation de l'eau également, bien entendu. Cette approche est de travailler avec les communautés, les villes, les habitants, les petits agriculteurs, et puis nous passons au niveau régional, national et international dans une approche du bas vers le haut et dans le dialogue politique aussi. Mais nous partons donc d'en bas, des plus pauvres, et nous remontons l'échelle. Donc ce sont les agriculteurs, les personnes les plus pauvres qui font des travaux agricoles et qui sont confrontés à une rareté d'eau tant physique comme économique. Oui, voilà les chiffres que je cherchais tout à l'heure. Bien. Les interventions dans la filière de l'eau de la FIDA sont encadrées dans l'économie circulaire. Nous intervenons des deux côtés de l'économie circulaire. Donc d'un côté, il y a le système de gestion de la nature et nous intervenons dans la protection, la préservation et la régénération du système naturel pour une durabilité à long terme. Donc nos cibles pour que notre cible ait un accès à long terme à ce capital naturel. Nous intervenons par exemple dans la protection des services à de l'écosystème et la gestion des sources d'eau. Ceci a beaucoup à voir avec les récoltes pour assurer la conservation du capital dans le sol et dans le stockage. Donc c'est la partie de la gestion de la nature que nous tentons de protéger, d'améliorer. De l'autre côté, nous intervenons bien sûr sur le côté de gestion humaine. Et ce que nous faisons là,
c'est éviter, réduire, réutiliser, recycler et reconstituer le capital eau et les ressources en eau et améliorer la gestion de l'eau pour améliorer l'utilisation de l'eau et améliorer les infrastructures d'eau pour éviter les pertes. Nous demandons également des cultures résilientes en agriculture pour optimiser le rendement des cultures, ainsi que du stockage, la récupération d'énergie, la production de biogaz et la récupération des matières organiques comme fertilisants en agriculture. Bien. En ce qui concerne les concepts de financement innovateurs afin d'accroître les investissements pour l'agriculture et la sécurité alimentaire. Je vais parler maintenant du fonds pour l'eau de Nairobi. Le collègue de Nairobi ici présent nous a déjà parlé de la gestion naturelle de ce système. Et permettez-moi de parler un petit peu de l'histoire de ce projet. C'est un projet qui est encore en cours, qui va jusqu'en 2020. C'est donc un projet de gestion de 97 millions de dollars. Et ce sont plusieurs mécanismes de financement qui sont intervenus. Il y a donc plusieurs contributions de divers secteurs, les bénéficiaires, les gouvernements nationaux et aussi un fonds espagnol. Et là, nous avons donc ces cibles sociales. Nous voulons intervenir directement auprès des agriculteurs. Et ensuite, nous avons une cible géographique. Là, nous voulons intervenir dans l'environnement afin de faire en sorte que les actions soient environnementalement durables. Il s'agit donc de production alimentaire, de recettes des agriculteurs et ensuite aussi de la gestion des ressources naturelles afin de préserver le capital naturel. Et ensuite, pour garantir la poursuite réussie du projet, des activités donc au-delà de la durée du projet, il y a un mécanisme de financement durable qui va être fourni par un fonds hybride. Et ça, c'est une combinaison d'un fonds avec des contributions de donateurs internationaux et de donateurs du secteur privé. Et ce fonds va donc continuer à exister après le projet. Parce qu'en général, lorsque les projets finissent, eh bien, les personnes partent et puis, les effets commencent à se diluer, malheureusement. Tandis qu'avec ce fonds pour l'eau, eh bien, les activités vont pouvoir se poursuivre, ce qui rendra nos actions beaucoup plus durables sur le long terme. L'opportunité et donc le lien avec les zones urbaines. Nous voulons accroître la productivité des systèmes de production agricole, mais par ailleurs, nous travaillons aussi pour maintenir les flux d'eau pour la génération hydroélectrique, ce qui fournit 80% donc de l'énergie et ce qui permet d'améliorer la quantité et la qualité de l'eau à Nairobi. Et cela nous permet aussi de sauvegarder les points fondamentaux concernant la gestion de l'eau. Donc, il y a ces cibles géographiques et sociales. Nous intervenons dans la partie haute du bassin de Tana, dans plusieurs régions que vous pouvez voir ici à l'écran. Regardez sur la carte. Vous voyez, il y a une région ici, une autre région ici et une autre région plus au nord. Donc, ce sont trois zones très importantes sur lesquelles nous nous sommes concentrés parce qu'elles sont particulièrement affectées par l'érosion et aussi par la sédimentation de la rivière. Donc là, ce sont de grands défis qu'il nous faut relever, mis à part, bien sûr, et la subsistance des agriculteurs, des petits agriculteurs. Donc l'approche géographique et ces activités sont des mesures de conservation des sols, notamment,
par exemple, faire des terrasses, planter certaines espèces, mesures de préservation de l'eau potable, conservation aussi au niveau de la rivière, éviter que trop de sédiments ne se déposent au fond de la rivière. Et tout cela est mesuré. Nous mesurons la qualité, la quantité de l'eau, mais aussi beaucoup d'autres paramètres. Par ailleurs, il y a les cibles sociales. Et là, je vous présente Madame Pauline, qui est la personne qui est en haut à droite. Elle est l'une des bénéficiaires de ce projet. Alors, que se passe-t-il? Le personnel de ce fonds va donc dans ces 3 grands bassins, maison par maison. 20 000 ménages ont été particulièrement ciblés. Il s'agit, grosso modo, d'une population de 100 000 personnes. Donc, nous allons exploitation agricole par exploitation agricole et nous voyons avec ces personnes quels sont les défis de chaque exploitation et ce que nous pouvons mettre en œuvre. Avec Madame Pauline, par exemple, et voilà la façon dont nous procédons avec tous les agriculteurs, il y a 3 étapes à franchir. Si, par exemple, vous êtes impliqué dans des mesures de conservation et vous faites des terrasses, par exemple, pour bien asseoir les terrains. Donc, nous étudions la situation. Ensuite, nous voyons quelles sont les ressources en eau et comment est-ce que l'on peut récupérer de l'eau pour différents usages. Et troisièmement, il y a la production de biogaz. Donc, on installe là un système de biogaz. Vous voyez Madame Pauline qui se trouve juste à côté de cette installation de biogaz. Et vous voyez ensuite, elle est chez elle, à la maison, et elle peut cuisiner avec ce gaz. 50% de cela est financé par le Fonds pour l'eau et 50% est financé par les agriculteurs. Donc voilà, tout cela se passe dans le cadre donc de l'économie rurale circulaire. Je vous remercie beaucoup de votre attention. Merci de ne pas m'avoir demandé d'aller encore plus vite. Eh bien, merci. Nous allons passer enfin la parole à Madame Eba Ahmed qui va nous parler de son expérience en ressources, en eau et en irrigation. Madame Eba Ahmed travaille à la Banque mondiale. Eh bien, aujourd'hui, je vais vous parler du programme de la Banque mondiale par rapport à l'investissement dans le secteur agricole. Voici ce que contient ma présentation. Vous connaissez les sujets, les défis de l'eau, l'économie circulaire, la désalinisation, le groupe de ressources de l'eau 2030, maximiser le financement pour le développement et des études de cas. Alors les défis de l'eau, comme nous l'avons dit ces 2 derniers jours, sont le changement climatique, la croissance de la population, urbanisation rapide, région où il y a un déficit en eau. Et pour répondre aux défis de l'eau, eh bien, nous devons procéder au cas par cas ou au pays par pays. Donc, qu'il s'agisse de financement public, international ou national, qu'il s'agisse aussi d'utilisation non conventionnelle des ressources en eau, eh bien, il faut savoir gérer la demande dans tous les cas. Notre mission dans cette institution se base sur les ODD, donc soutenir les ressources en eau, résilience, etc. Et les moteurs mondiaux du changement sont la croissance de la population, le changement de l'alimentation, le changement climatique, la résilience, la qualité de l'eau, les migrations et les conflits. Les défis liés à l'eau, à l'agriculture au cours des décennies à venir, eh bien, nous devons
répondre aux besoins de disposer de ressources en eau sur le long terme. Et nous devons aussi construire la résilience par le biais d'initiatives privées, aussi bien au niveau de l'agriculture que de l'irrigation. Je vais revenir sur ces idées dans quelques instants. Donc, améliorer donc la gestion de l'eau au-delà de l'efficience politique donc en matière agricole, technologie et ressources ainsi que leur affectation. Nous devons passer à des approches plus holistiques, des approches socio-économiques plus holistiques et plus responsables. Les agriculteurs, doivent participer, doivent être d'accord pour réutiliser les ressources. Par exemple, en Chine, il y a une initiative qui a été lancée et qui est vraiment couronnée de succès. Alors, efficacité des institutions et réforme. Là, il faut que les gens soient d'accord pour changer. Nous devons concevoir aussi des structures de gouvernance qui soient conformes à nos objectifs. Nous devons maximiser aussi le financement et les agriculteurs doivent faire partie de cela. Innovation à de nombreux égards. Il y a de bons exemples en Ouganda, en Zambie et dans beaucoup d'autres pays de la région africaine. Maintenant, les sources non conventionnelles d'eau. Nous en avons parlé pendant ces 2 derniers jours. La réutilisation doit se faire. Nous devons avoir une approche systématique par rapport à cela. Nous devons faire croître l'économie circulaire ainsi que la désalinisation et la récupération de l'eau. Nous devons comprendre pour cela vraiment la situation dans son ensemble. Économie circulaire. Et là, il va y avoir vraiment un changement paradigmatique. Nous devons passer d'une certaine gestion à des réglementations et une gouvernance soucieuse de l'économie circulaire ainsi que des technologies, de l'innovation, de la récupération des ressources, etc. Voici un exemple dont on a déjà parlé. Nous devons travailler sur les énergies, l'utilisation de nutriments, etc. Réutilisation des tendances mondiales qui apparaissent et qui sont moins chères que la désalinisation. Ici, nous voyons l'évolution de divers pays arabes et de l'Égypte. Alors, les tendances au niveau de la désalinisation, on en a longuement parlé hier. Nous voyons que, effectivement, à ce niveau-là, beaucoup de choses évoluent. En ce qui concerne le groupe des ressources en eau à l'horizon 2030, ce groupe constitue une plateforme pour la société civile, publique et privée. De nombreux projets sont en train d'émaner de ce groupe. Ensuite, nous devons maximiser le financement pour le développement. Il y a des ressources fiscales qui sont limitées actuellement. Il y a des besoins en investissement pour pouvoir parvenir aux ODD et réaliser les ODD. Et quels sont les buts? Les buts de notre organisation, nous devons aider les pays à progresser et à atteindre donc des buts qui soient durables sur le long terme. Est-ce qu'il y a des solutions durables dans le secteur privé? Si la réponse est oui, nous sommes d'accord pour les promouvoir. Et si tel n'est pas le cas, alors on étudie quelles sont les barrières politiques, réglementations. Nous avons là des instruments à la banque que nous utilisons pour encourager des réformes au niveau législatif. Et s'il s'agit de risques, il y a d'autres instruments que nous utilisons. Alors, s'il y a des problèmes au niveau des réformes réglementaires, voilà les instruments que nous utilisons.
des services de conseil, remboursables ou non. Nous fournissons aussi des instruments pour travailler à l'échelon politique sur l'énergie et l'eau. Nous étudions les impacts des actions. S'il y a des risques, eh bien, nous disposons d'instruments pour surmonter ces risques. Voici l'exemple d'Asmara. Ma collègue de la Jordanie en a parlé hier. C'est un bon exemple de financement d'un projet. Le projet dessert Amman et Berka. Il s'agit de faire en sorte que les ressources en eau soient utilisées pour d'autres usages. Là, nous parlons d'eau traitée. Voici la structure de financement qui a été utilisée à Asmara. Ici, nous avons une station de traitement des eaux et le gouvernement de la Jordanie a reçu 20 millions. La société a fourni aussi du capital, des fonds propres, et il y a ensuite des prêts de banques arabes. Cela constitue un bon exemple de la façon dont le financement s'est produit dans le cas d'As Samra. Dans le cas de l'Égypte, eh bien, on a demandé notre aide pour des projets relatifs à la qualité de l'eau. Il s'agissait de réutilisation d'eau usée. Le projet a été conçu de façon à offrir des services à des villages qui polluaient des rivières. On a étudié les services existants dans le secteur. Ces services étaient insuffisants, donc nous avons conçu ce programme sur 3 piliers. Premièrement, les infrastructures, les services, l'accès durable à l'assainissement. Donc, comment est-ce que les infrastructures sont offertes aux populations? Ensuite, améliorer les résultats donc des services. Et ensuite, voir quels étaient les indicateurs clés de performance dont pouvait dépendre l'argent que nous allions pouvoir prêter au gouvernement. Nous voulions en effet, nous avions détecté le besoin de faire en sorte que les services soient de meilleure qualité, tout en veillant aux structures institutionnelles. Donc, nous avons étudié les tarifs, les stratégies du secteur en matière d'eau et d'assainissement. Nous avons vu que ces services étaient dépassés. Cela a fait partie d'une étude holistique. Ça a été un programme d'1 milliard. 850 millions ont été apportés par la Banque mondiale. Maintenant, une expérience en Inde pour promouvoir la micro-irrigation. Donc, nous avons créé des incitations. Nous avons voulu renforcer les capacités, car ça a été une leçon très importante que nous avons apprise dans le projet Amasra. Donc, cela a très bien fonctionné. Modernisation des infrastructures dans le cadre de ce projet en Inde. Il faut promouvoir la responsabilité, se concentrer sur la transparence, l'établissement de rapports, etc. Ensuite, il y a aussi un projet de micro-irrigation au Punjab. Ça, c'est un autre bon exemple. Je pense que toute l'information se trouve sur ces sur ces diapos. On me demande d'aller vite. Alors donc, économie circulaire, financement privé, incitation financière,
sources non conventionnelles, actions conjointes et modèles de développement. Voilà certaines idées sur lesquelles nous nous sommes penchés ces dernières années. Je vous remercie de votre attention. Thank you very much. And again, Merci beaucoup. Et de nouveau, merci de bien vouloir mettre vos diapos à la disposition des personnes qui souhaiteraient les lire. Monsieur Carlos Cossin n'a pas pu être parmi nous, mais il va être remplacé par sa collègue. Bonjour. Merci beaucoup de m'avoir invité à être ici. Eh bien, je vous présente les excuses de Monsieur Carlos Cossin qui n'a pas pu venir ici, un engagement de dernière minute, et je vais essayer de faire de mon mieux pour le remplacer. Je suis la dernière personne à prendre la parole ici. Donc après 1 jour et demi, malheureusement, je pense que tout a déjà été dit. Ce que vous allez voir à l'écran, certainement, sera dans de nos broncas une répétition de ce que vous avez déjà entendu. Je suis une personne qui représente le secteur privé. Les sociétés privées souhaitent investir, voilà mon message principal, dans des ressources non conventionnelles, et il faut simplement trouver la façon de le faire. Bien, cela a déjà été dit, la demande en eau ne cesse d'augmenter et elle devrait continuer à augmenter dans les années à venir. Il y a quelque chose qui est important. Ce n'est pas simplement l'augmentation de la consommation, mais il y a un gros écart entre la consommation d'eau et le prélèvement que nous faisons sur l'environnement. Il doit exister des moyens technologiques de réduire cela parce que nous prélevons plus du double de l'eau que nous consommons. Par conséquent, il faut trouver un remède à cela. Oui, il y a une demande en eau, bien sûr, mais il y a aussi du gaspillage du point de vue technologique. Il faut donc réduire ce gaspillage. On a parlé de dessalage, etc. On peut dire que le dessalage est une option s'il n'y a pas d'autres sources à moins de 100 km. On estime plus ou moins que 100 km entre l'origine et la consommation, eh bien là, s'il y a moins de 100 km, eh bien, on peut installer des conduites et autrement, il faut effectivement se tourner vers des solutions de dessalage. Eh bien, il y a eu une augmentation ces dernières années des solutions de dessalage. En 2019, il y a eu un record absolu, plus de 4 millions de mètres cubes par jour au niveau de la capacité. Simplement pour les 6 premiers mois de l'année. Vous avez les chiffres devant vous à l'écran. Ces présentations sont à votre disposition. Bien sûr, le dessalage est davantage présent comme solution en Afrique et au Moyen-Orient. Alors, réutilisation de l'eau. Là, nous voyons que la Chine est le moteur de cette réutilisation de l'eau. Au cours des 9 dernières années, ils ont plus que doublé leur capacité de réutilisation. En Amérique du Nord, par contre, eh bien, la croissance a été très lente et il y a même eu un déclin de la réutilisation. Au Moyen-Orient, en Afrique, eh bien, il y a cette réutilisation, effectivement, à des fins agricoles et en Europe. Et cela est le moteur est l'Espagne et le secteur agricole de l'Espagne qui représente 54% du total européen. Vous voyez ici l'augmentation de la réutilisation de l'eau vient principalement de la Chine, d'Asie, mais il y a un point d'interrogation. Qu'est-ce qui se passe en Amérique? Qu'est-ce qui se passe au Moyen-Orient et dans d'autres régions où cette réutilisation n'est pas aussi vigoureuse? À Singapour, eh bien 40% des ressources proviennent de la réutilisation. Israël est un autre exemple où ils ont aussi réduit la réutilisation. Alors, au niveau de l'agriculture maintenant,
ces 2 derniers jours, eh bien, on a parlé de l'utilisation de l'eau dans l'agriculture. Au niveau de l'agriculture et de la réutilisation aux États-Unis, eh bien là, on voit une tendance à augmenter la réutilisation de l'eau pour l'agriculture. L'eau traitée et rejetée dans des rivières auprès desquelles s'alimentent les agriculteurs. Alors, ici, quelles sont les possibilités de financement de ce genre de projet? Nous sommes Salmar, nous sommes des développeurs en matière d'eau. Nous investissons des capitaux en projets concernant l'eau pour obtenir un rendement. Nous faisons des prêts au niveau d'une production stable de l'eau. Nous utilisons un modèle de construit, géré et transféré afin que ces infrastructures soient viables. En général, qu'est-ce qui paye le tarif, se demande-t-on. Mais si on intervient avant, la question est qu'est-ce qui paye les infrastructures? Parce qu'en général, les budgets des États et des villes sont extrêmement serrés. Donc, ouvrir la porte à des sociétés privées par le biais de contrats sur le très long terme permet d'établir un tarif fixe au niveau de la production ou du traitement de l'eau. Cela peut permettre de réaliser certains projets. Il y a aussi des partenariats publics-privés. Là, nous mélangeons les capacités, mais aussi nous partageons les risques. Et chacun assume les risques financiers, humains ou techniques qu'il est le plus capable d'assumer. Au cours des dernières années, et aussi en 2018, il y a eu un grand record au niveau du financement privé, notamment en matière de dessalage. La plupart des projets, l'année dernière, les projets de dessalage, eh bien, ont bénéficié de financement privé. Il est vrai que cela implique une certaine complexité technique. Et cette complexité technique doit être utilisée à fond. En Amérique latine, nous sommes intervenus à cet égard. Mais l'année dernière, c'est dans le dessalage que cela a le mieux fonctionné. Quelles sont les barrières ou les risques qui peuvent s'ériger pour le secteur privé? Des problèmes qu'ont connus les États. Eh bien, le secteur public s'appuie sur des opérateurs privés. Ces opérateurs privés ont les connaissances nécessaires et sont disposés à courir certains risques. Les sociétés privées peuvent aussi faire des prêts sur le long terme. Les risques commerciaux, on en a parlé avec la Banque mondiale, il y a des assurances, il y a un soutien multilatéral. Par exemple, la Banque africaine de développement, la Banque asiatique de développement, etc. Tous ces organismes souhaitent couvrir ces risques commerciaux afin que les investisseurs privés puissent agir de façon plus libre. Quelle est la clé? Est-ce que c'est l'assignation de risques du point de vue contractuel? Oui. Comment faut-il procéder pour que tout cela marche? Il faut qu'il y ait de bonnes réglementations et à la fin, l'utilisateur final ne doit pas payer tout le coût, mais l'utilisateur final doit savoir ce qu'est le coût de l'investissement, le financement des opérations, de la maintenance énergétique, etc. Une fois que toutes ces valeurs ont été identifiées, le secteur public peut décider de la meilleure façon de distribuer ses coûts. Conclusion, le secteur public, bien, là, il y a une augmentation de la demande d'eau, mais cette eau est de plus en plus rare. Le secteur privé souhaite assumer davantage de risques financiers, techniques et opérationnels, car il y a plusieurs améliorations au niveau de la technologie qui lui permettent d'avancer. Le secteur financier, eh bien, il y a énormément de liquidités sur le marché, beaucoup d'institutions financières qui cherchent des projets, qui ont de l'argent, mais qui n'ont pas suffisamment de projets où ils pourraient investir. Et ensuite, la population augmente et demande des niveaux de qualité de plus en plus élevés.
Donc, le secteur public et le secteur privé devraient travailler ensemble afin d'offrir les solutions les plus appropriées. Je vous remercie. Thank you very much. So that closes our presentation. Merci, comme ça nous avons fait le tour des présentations et nous laisse le temps d'avoir une discussion. Donc, questions-réponses. J'espère que vous en avez. Moi, j'ai les miennes, mais je crois que l'audience aurait la priorité puisque vous avez patienté pendant 1 heure pour poser des questions aux membres du panel. Qui veut commencer? Thank you very much. Merci beaucoup aux membres du panel de leurs bonnes présentations. Elles sont toutes précieuses. Mais ce n'est pas exactement une question que je veux faire, mais un commentaire pour Valéria qui a présenté ce projet. Je suis membre de l'Institut arabe de coopération des secteurs privés qui a beaucoup contribué à plusieurs projets. Nous avons travaillé côte à côte avec eux. Il y avait une image à l'écran. J'avais juste visité cette personne il y a 1 mois. Donc, concernant la contribution pour l'agriculture et les aides reçues par le Nairobi Water Fund, je crois que cette personne, la photo que vous avez montrée dans votre présentation, a contribué en proposant des solutions pour les projets d'eau. Voilà ce que je voulais dire. Mais aussi Almar, à la madame qui a représenté les projets de dessalage d'Almar. Vous n'avez pas évoqué l'Est de l'Afrique, mais je sais que vous avez un projet donc de travailler dans l'Afrique orientale, je crois. Oui, nous ne voulions pas parler de tous les projets d'Almar parce que nous n'avions pas le temps, ce n'était pas le bon moment, mais c'est bien que vous l'évoquiez. En tant que développeur d'actifs, nous avons développé le site de dessalage, le centre de dessalage à Mombasa en Kenya. Nous en sommes au cours de la phase de fiabilité, de voir les études de la demande, qui va payer, etc. Nous essayons de compléter ce puzzle pour trouver le financement pour ce projet, avec le support du comté de Mombasa et du gouvernement du Kenya. Alors, si tout se passe bien et si nous sommes capables à rassembler tous les éléments, nous pourrions commencer le chantier à la moitié de l'année prochaine. Est-ce que vous voulez ajouter quelque chose? Non. Merci de votre commentaire, de cette précision. Mais nous n'avions pas assez de temps pour présenter tout ce que nous faisons faire. Mais en effet, il y a une contribution de la compagnie des eaux de Nairobi. C'est important parce que c'est un partenariat public-privé pour la production. Il y a donc des contributions de diverses entités, dont effectivement le secteur public de l'eau. Merci de vos analyses et de vos belles présentations. Ma question est plutôt un commentaire pour la dernière présentatrice. Je voudrais reconvertir, c'est que la meilleure option est toujours de plus de 90% de réutilisation des eaux usées pour l'agriculture, parce que plutôt que pour le tourisme ou autre. Et puis, la deuxième question est comment gérez-vous, parce que en Jordanie, nous dessalons de l'eau de mer, mais nous devons confronter des difficultés climatiques. Normalement, les stations de dessalage, si elles sont très proches du mer et que l'on prend une eau très salée, il faut la
la traiter, la combiner avec de l'eau douce pour réduire le niveau de sel et donc pour les effluents, pour essayer de nuire aux nappes d'eau. Normalement, ce qu'on fait, c'est qu'en ce moment, on supprime la saumure, mais c'est une technologie qui reste très chère. Donc, normalement, on planifie ensemble les stations de traitement des eaux usées et l'usine de dessalage afin de compenser les flux. Mais c'est vrai que ça pose un problème et que c'est très cher. D'abord là-bas. Ma question est pour le professeur Hernandez. Je sais que vous avez fait vos calculs pour un certain volume, pour des systèmes de réutilisation de l'eau d'un certain volume. Donc, quelles sont les limites, quels sont les plafonds en termes de coûts et en termes d'impact sur l'habitat aussi? Il y a une question très facile, vraiment. Je n'ai pas ici les chiffres que vous demandez. Donc, vous voulez connaître quel serait un peu l'intervalle de valeur pour le territoire. Nous avons développé un modèle d'optimisation associé à une surface territoriale et nous recommandons une station dans une telle zone, une autre station dans une autre zone et en considérant que la station d'épuration d'eau a besoin de sources d'eau, donc d'avoir une possibilité d'apporter de l'eau et de verser, de rejeter de l'eau dans l'environnement. Nous avons présenté ce modèle. Bon, moi j'ai évoqué les éléments de tarif que je vous ai exposés viennent de ce projet, sont une petite partie de ce projet, mais les chiffres que vous demandez comme ça maintenant tout de suite, je les ai pas, mais je pourrais vous les fournir assez rapidement, mais pas tout de suite là. Ma question est sur le paiement des services existants. Il pourrait s'adresser peut-être à Francisco Hernandez, mais aussi à d'autres membres. Si vous avez un avis, comment garantir que nous mesurons vraiment les services de l'écosystème et leur valeur et qui devrait les payer? Est-ce l'utilisateur final, le secteur privé ou le gouvernement? Et un aspect de la solution serait d'appliquer des réglementations au niveau du gouvernement qui seraient obligatoires. Mais je crois qu'il faudra aller plus loin et essayer d'accorder une valeur et payer les services de l'écosystème comme une valeur monétaire. Il y a beaucoup de discussions à ce sujet, c'est vrai, et je voulais savoir si vous avez un avis sur la façon dont nous pourrions faire avancer cette intégration. Merci de votre question. Le principe essentiel, c'est que si vous prélevez de l'eau propre de la nature, vous avez l'engagement de rendre de l'eau propre à la nature. Si on prend compte de cet aspect, à mon avis, l'utilisateur urbain, par exemple, devrait payer tout le coût de cette économie circulaire, donc prélèvement, utilisation et retour dans la nature. Après quoi, si un autre utilisateur doit utiliser cette eau pour d'autres activités, c'est sa responsabilité de payer le coût des frais de maintenance ou autres associés à ses propres activités. Notre proposition. Quelle est la situation réelle actuelle? Nous prélevons de l'eau propre et nous ne retournons pas de l'eau propre de la même qualité à la nature. Et c'est cet écart qui provoque un déséquilibre. Les gouvernements essayent de voir qui devrait payer
d'inclure une partie dans le tarif, seulement une partie, mais la situation réelle, c'est que si un agriculteur doit prélever de l'eau issue d'une station d'épuration d'eau et qu'il doit payer trop cher parce que l'effluent de cette station d'épuration d'eau n'est pas de haute qualité comme de l'eau venue directement de la nature. Et à mon avis, l'agriculteur ne devrait payer que les effluents de haute qualité de la station d'épuration depuis le point de départ de la station d'épuration jusqu'au terrain cultivé. Mais dans la réalité, nous utilisons plusieurs modèles pour essayer de convaincre les autorités de changer cette situation, cet état des faits, parce que les effets négatifs du modèle actuel, c'est que la réutilisation de l'eau n'augmente pas et les agriculteurs n'aiment pas trop utiliser des eaux purifiées. Quelqu'un veut compléter cette réponse? Oui. Oui. Vous parlez du paiement des services de l'écosystème et des stations d'épuration. Mais ceci s'applique aussi aux mesures de conservation de l'eau et des sols et des impacts en aval. Et le plus important, c'est les mesures pour montrer qu'il y a vraiment des mesures qui ont un impact en aval. Donc, la fuite de l'amont vers l'aval, pour le prouver, est vraiment très importante. Et dans ce projet, dans les fonds de l'eau, il y a la vision que, en plus de l'activité du fonds pour l'eau, de développer donc des plans, des projets, nous sommes encore en phase de dialogue, ce n'est pas encore mis en place. C'est en effet de surveiller et de créer des preuves. C'est très important, mais très difficile à faire aussi, car comment pouvez-vous prouver pour réduire la barre? Vous dites que vous aviez moins de sédiments. Est-ce que cela découle vraiment des mesures en amont ou est-ce qu'il y a d'autres raisons qui interviennent? Il y a toute une recherche et une surveillance très importante à faire pour convaincre les gens d'investir. Y a-t-il d'autres questions dans la salle entre-temps? Ah oui, allez-y, je garde la mienne pour tout à l'heure. Oui, il faut parler au microphone afin que vous puissiez être traduit. Que pensez-vous d'utiliser les plans de sécurité des eaux usagées pour les produits agricoles et comment garantissez-vous la sécurité du consommateur final d'accord avec l'OMS? À qui adressez-vous cette question? Eh bien, vous parlez du projet du Punjab ou d'autres Maharashtra, oui. Ce n'était pas de l'eau réutilisée, au fait, mais c'était un système d'irrigation modernisé. Ce n'est pas de l'eau réutilisée. Mais quelle est la source d'eau? Oui, ce sont des eaux superficielles, des plans d'eau. Il s'agissait tout simplement de moderniser le système d'irrigation. Moi, j'ai une question, si personne d'autre n'en a. Pour le dernier orateur, on a beaucoup parlé de dessalage depuis 2 jours. Nous avons discuté avec plusieurs pays de notre organisation. Nous constatons que dans certains cas, ce sont de grandes unités qui ne sont pas utilisées, qui ont été payées, qu'on continue de payer, mais qui ne sont pas utilisées ou pas nécessaires. Voyez-vous que ce soit un risque pour les investisseurs à prendre en ligne de compte? Oui. Du point de vue de l'investisseur, tous les contrats devraient être à prendre ou à payer. Donc, indépendamment de l'eau que vous allez utiliser vraiment, vous devez vous engager à un débit d'eau minimum que vous allez payer. Un exemple, en Australie, par exemple, c'est le cas le plus connu. Ils ont construit une station de dessalage et après, ils l'ont mise à l'arrêt. Alors, s'il pleut, cela ne signifie pas qu'il va pleuvoir tout le temps. Nous ne croyons pas qu'une station de dessalage, une usine de dessalage soit une sauvegarde. Ce n'est pas la bonne approche.
En fonction du climat, vous pouvez utiliser l'usine de dessalage en Espagne, par exemple, l'été seulement, et en hiver, elle ne tourne pas. Mais il y a un seuil de paiement à faire au secteur privé afin que les installations soient bien entretenues, bien maintenues. Et pour garantir aussi qu'après, si vous avez besoin d'eau d'appoint, bien que ça va marcher. Elle est également traitée en termes de taille, parce que les gens disent que c'est beaucoup moins cher si c'est une grande usine. Oui, c'est vrai. Par exemple, au Kenya et dans d'autres projets, normalement, le client et le gouvernement qui vous demande de grandes usines et normalement, vous ne mettez pas en question. Après des années d'expérience, il faut le mettre en question parce que finalement, s'ils n'ont pas besoin d'une usine aussi grande, si la moitié suffit, il vaut mieux construire la moitié de la capacité. Et si après, ils ont besoin d'expansion, on fera l'expansion. Ma recommandation n'est pas de construire de grandes usines dès le départ, car peut-être que vous n'allez pas vous en servir et ne pas pouvoir payer le tarif. La plupart des clients sont un peu surpris quand on dit nous devons vérifier quelle est votre demande d'eau. Nous allons travailler avec vous parce que nous préférons qu'elle soit abordable et qu'elle bénéficie tout le monde à construire des grandes usines qui finalement ont des coûts intenables. Y a-t-il d'autres questions? Oui, au micro, s'il vous plaît. Au micro. Je sais que vous avez parlé de cette taille des projets. Je comprends qu'à Mombasa, c'est une capacité de 130 000 mètres cubes. Le gouvernement a lancé l'appel d'offres avec une demande de 100 000 mètres cubes par jour. Nous avons fait une étude complète de la demande pour comprendre quelle était la demande. Et c'est un des points qui fait l'objet de l'étude de viabilité en ce moment, de faisabilité. Nous voyons que la demande est énorme, mais il y aura une autre source d'eau disponible d'ici 7 ans sans doute. Nous devons donc affecter quelles sont les demandes réelles et l'évolution prévisible de ces demandes pour prévoir le bon moment. C'est vrai dans le cas de Mombasa, c'est vrai. Nous mettons en cause la taille réelle de l'usine en une première phase afin de garantir le meilleur succès du projet et pour assurer que toute l'eau produite par le système soit vraiment utilisée. Merci. Oui, j'ai une question pour Eba. Je crois que vous avez fait l'expérience de nouveaux instruments de financement. Et dans une diapositive, vous parliez de la politique ou la réforme du pays, en plus de vous pencher sur d'autres facteurs, que vous étudiez cela. Nous avons une expérience similaire quand nous travaillons avec les mécanismes de financement innovants dans les pays. Mais comme vous avez tout ce cadre institutionnel et ce financement en cours, et qu'il n'y a pas suffisamment de projets proposés, je voudrais savoir quelle est votre expérience à cet égard. Quand vous avez des mécanismes de financement en place, mais que vous ne recevez pas suffisamment de propositions de projets, quelle serait la solution? Au niveau de la banque, oui, pour les investisseurs privés qui souhaiteraient intervenir conjointement avec les investisseurs publics, ils doivent comprendre mieux quelle est la situation. Alors, ce que nous avons fait pour maximiser le financement du développement, nous faisons un diagnostic par pays. Par exemple, en Égypte, nous avons un InfoSab, c'est un diagnostic de tous les projets d'infrastructure et quels sont les enjeux et les défis à relever, comment est-ce que nous pouvons améliorer la capacité du secteur public pour y faire prendre. Je parle de l'Égypte en particulier parce qu'il y a un plan énorme à Vissan pour la réutilisation de l'eau et le pays cherche des sources d'eau non conventionnelles et dans cet effort de maximisation du financement du développement, on a fait des études par pays, au Maroc, en Tunisie, en Égypte, on a fait cet exercice pour mieux comprendre
quels sont les enjeux et comment le secteur privé perçoit la possibilité de participer au financement de ces projets. Yes. Then we'll have a closing round, so you have a chance to say a few things before. Dernier tour de table afin que vous puissiez faire des remarques finales si vous le souhaitez. Ma question est pour Monsieur Quintana. Vous avez présenté beaucoup de projets, mais le taux de succès est très faible. Est-ce que vous calculez la quantité d'argent perdu dans le secteur de l'eau, dans des efforts énormes des personnes qui présentent des porteurs de projets? Est-ce qu'il y a une manière d'améliorer la performance de ces projets? Oui, vous avez raison. En 2018, le taux de succès était de 2% pour un des appels d'offres et de 7% dans l'autre. En 2019, nous avons augmenté le budget. Nous nous sommes concentrés un peu plus. Nous avons eu 75% de succès dans la section 1, celle qui était déjà présente lors de l'édition précédente. Et dans la section 2, nous sommes passés de 7,5 à 20% de taux de succès, ce qui est une progression substantielle. Mais tout compte fait, nous travaillons encore avec des taux de succès très faibles. Tout d'abord parce que nous n'avons pas davantage de fonds. C'est une maladie courante. Et la deuxième raison, c'est parce que probablement, ce n'est pas seulement par manque de fonds, mais parce que la demande de recherche pour l'innovation dans la Méditerranéenne manque de fonds alternatifs. Il n'y a pas de programme alternatif dans la région. Donc, ce qui aggrave la situation. Mais nous n'avons pas été capables d'augmenter beaucoup plus. L'année prochaine, 2020, nous allons commencer avec 72 millions, ce qui n'est pas un appel d'offres très important. Et après, 72, 73, 71 pour les 2 années suivantes. Nous espérons avoir ensuite un prime à 2. C'est la discussion que nous aurons au niveau du Conseil pour essayer de passer de 500 millions à 800 millions à partir de l'année 2025. Je vous propose de faire un petit dernier tour de table avant de finir. J'ai une bonne idée. Si vous vous retrouviez dans 10 ans, si nous étions à la veille de 2030, dans votre optique, que faudrait-il faire dans 10 ans pour faire avancer l'utilisation des sources d'eau non conventionnelles? Qu'est-ce qui devrait se faire dans les 10 prochaines années pour qu'il y ait un véritable progrès dans l'utilisation de ces eaux et en général une meilleure gestion de l'eau pour améliorer la sécurité alimentaire? Non, merci, c'est une question claire et sur laquelle il faudrait bien réfléchir. La réponse est simple. Il y a une seule manière de s'y prendre, un seul chemin, c'est l'économie circulaire. Il est vrai qu'en ce moment, nous avons trop de barrières. Possiblement, la plupart des autorités ne sont pas totalement convaincues du fait que c'est la seule manière d'avoir une issue pour l'avenir. Je crois que les universités et les autres partenaires, les autres acteurs de la filière de l'eau, nous devons convaincre les autorités et les entreprises afin d'augmenter l'utilisation de l'eau purifiée
Non pas parce que ce soit une nouvelle idée, mais c'est parce que c'est le seul chemin pour garantir l'avenir. Nous devons faire appel à l'imagination. L'imagination consiste peut-être à promouvoir une stratégie de démonstration aux autorités des bénéfices associés à ce type de projet. Et si vous montrez, si vous prouvez aux autorités que s'ils investissent, s'ils consentent des investissements dans des projets, ces projets peuvent engendrer des millions d'euros ou de dollars de bénéfices, c'est un argument solide pour encourager les autorités à mettre en place ce type de projet. Les autorités ont la possibilité de dire non. C'est une autre possibilité. Mais si elles réfléchissent, et nous travaillons, avec cette idée, nous travaillons sur une méthodologie pour démontrer quel est le coût de ne rien faire, le coût de l'inaction, pour nous concentrer, pour convaincre les autorités, pour promouvoir ce type de solution. Je crois que la volonté politique est un des facteurs les plus importants. Si vous avez un pays et que vous voyez que la population évolue en plus de l'intégration, de la gestion des investissements, donc mobiliser tous les facteurs, ce n'est pas seulement la technologie ou l'innovation, mais c'est l'intégration de tous ces facteurs qui permettront d'atteindre une échelle et de faire avancer l'agenda. La sensibilisation publique aussi, c'est nouveau dans certains pays. Et la sensibilisation de l'opinion publique pour arriver aux agriculteurs qui pourraient être des bénéficiaires potentiels, etc., c'est important de le faire, oui. En plus de ce que nos collègues ont déjà dit, je dirais que nous avons toujours besoin de nous souvenir qu'il n'y a pas une solution pour tous. Et donc, il faut affiner le volume de chaque infrastructure, de chaque investissement en fonction de la situation locale, de la politique locale. Et à chaque endroit, nous trouverons une situation différente. Donc, il faut bien étudier, comme a dit mon collègue tout à l'heure. Vous enquêtez vraiment et vous dites qu'il faut faire plus petit. Les usines de dessalage ne sont pas toutes de la même taille. Oui, nous devons tous voir vraiment qu'est-ce que nous avons sur le terrain, de quoi a-t-on vraiment besoin, quel est l'environnement économique, social et politique, et affiner vraiment la conception et la définition des projets. C'est sûr qu'en 2030, la pénurie d'eau sera beaucoup plus grave qu'aujourd'hui, et surtout en Méditerranée. Ceci va provoquer un changement culturel et les personnes vont s'habituer à réutiliser l'eau pour tous les buts, y compris bien sûr l'agriculture, mais aussi pour le tourisme et pour autres activités. Ils seront moins réticents à payer l'eau parce que l'eau plus chère est celle qui n'existe pas. Il y aura beaucoup plus de recyclage. Et mon avis, c'est qu'il y aura aussi un changement culturel qui concernera la demande d'eau et au gaspillage d'aliments aussi. Si on pense que la plupart de l'eau est utilisée dans l'agriculture pour produire des denrées alimentaires, mais on les gaspille à 30% dans le nord de la Méditerranée et 40% des denrées alimentaires sont gaspillées dans le sud de la Méditerranée. Dans la chaîne de distribution, 30% d'aliments perdus au nord et puis des aliments périmés dans les supermarchés. À ce niveau-là, il faudra faire des changements énormes aussi concernant l'empreinte en eau des aliments. Et je crois qu'il faudra considérer la question dans toutes ses dimensions. Donc finalement, il faudra sensibiliser les responsables politiques afin qu'ils mettent en place une gestion intégrale de l'eau. Je ne sais pas si c'est trop optimiste. À mon avis, on aura peut-être besoin
de calculer le coût réel de l'eau. Aucun sens, comme vous disiez tout à l'heure, que de proposer de l'eau réutilisée plus chère que l'eau propre. Mais sans doute parce que dans le prix de l'eau propre, nous ne tenons pas compte de l'impact environnemental, des infrastructures, de la pénurie d'eau, des nappes phréatiques, etc. Mais nous mettons un prix à l'eau dessalée ou autre parce que là, nous avons nos factures, parce que c'est une nouvelle installation. Les gouvernements, donc, doivent être conscients du coût réel de l'eau. Au moins dans les pays en développement, nous voyons quelque chose qui peut être transposé aux agriculteurs ou aux utilisateurs finaux, car il n'est pas fait accepter que l'eau qui vient du fleuve coûte un tiers du coût de l'eau réutilisée. C'est comme ça que nous n'arrivons pas à fixer les bons prix. En Afrique et dans d'autres régions où nous travaillons, c'est très important que les institutions internationales soutiennent le gouvernement dans cette démarche, parce que les gens se plaignent des mauvais services publics. Le gouvernement n'a pas beaucoup de capacité, mais à la fin on ne fait rien, parce que s'il n'y a pas de performance, on ne peut pas exécuter de projets. Donc il faut travailler pour éduquer et pour déployer les ressources afin que le gouvernement développe les capacités de gérer des projets de services publics. Merci à tous. Bien, merci beaucoup. Et bien maintenant, nous allons passer à la session suivante. Thank you again.